Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour Panorama Info, notre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons retourner en Afrique, puisque l'actualité nous y invite. En effet, dimanche 21 mars a eu lieu l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Mardi 23 mars, 2 jours plus tard, donc, les résultats provisoires officiels compilés par la commission électorale ont été annoncés par le ministre de l'Intérieur. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. Ces résultats n'ont rien de surprenant, d'autant que le jour même de ce scrutin, on apprenait que le principal candidat de l'opposition, Guy Brice Parfait Colélas, était atteint par le Covid-19. Évacué par avion sanitaire dans la nuit de dimanche à lundi, il devait malheureusement décéder avant d'atteindre la France, où il allait être hospitalisé. C'est donc à titre posthume que ce candidat a obtenu, selon les résultats annoncés, 7,84% des suffrages, si l'on en croit ces résultats. Il est arrivé en seconde position. Il a également été annoncé que le taux de participation s'élevait à 67,55% des inscrits. Même si le décès du principal candidat d'opposition est bien évidemment regrettable, les résultats de cette élection étaient hautement prévisibles. Le Congo-Brazzaville, ce n'est pas n'importe quel pays. Il est géré par son inamovible président comme sa propriété privée. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Denis Sassou Nguesso a passé 36 années au pouvoir. Cet ancien colonel marxiste est devenu président à la faveur d'une révolution de palais qui chassa un autre colonel marxiste le 5 février 1979. Le pays s'appelait alors la République populaire du Congo et son drapeau était rouge, frappé non pas de la faucille et du marteau, mais de la houe et du marteau, symbolisant lui aussi l'alliance des paysans et des ouvriers, alors que la classe ouvrière est quasiment absente dans ce pays, et que la révolution était menée depuis 1968 par des militaires imprégnés d'idéologie marxiste mal assimilée et qui, de surcroît, ont passé leur temps à régler leurs comptes entre eux à coups de putsch et d'assassinats politiques. Communiste, Sassou Nguesso ne l'est plus. Il a depuis longtemps troqué ses treillis vert olive contre des costumes 3 pièces sur mesure, taillés par de grands couturiers parisiens. La seule fois où il a participé à une élection véritablement démocratique, c'était en août 1992, à l'époque où un grand vent de démocratie balayait la plupart des régimes à parti unique du continent africain. Et Sassou Nguesso avait mordu la poussière, avec un résultat humiliant, 16,87% des voix seulement. Arrivé en 3e position, il n'avait même pas pu être présent au second tour, qui avait vu s'opposer 2 de ses adversaires, dont Bernard Colélas, le père du candidat décédé durant son évacuation sanitaire le week-end dernier. Pour revenir au pouvoir, Sassou Nguesso n'avait pas hésité à recourir aux armes, plongeant son pays dans une très destructrice guerre civile de mai à octobre 1997. Cette guerre causa la destruction d'une partie de la capitale, Brazzaville, et elle fit entre 400 000 et 800 000 morts, civils et militaires. Elle vit la constitution de milices et l'intervention des armées de pays voisins, l'Angola et le Tchad, venus aider Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir et à chasser le président démocratiquement élu, Pascal Lissouba, mort en exil à Perpignan le 24 août dernier.
Ce conflit meurtrier, marqué par de terribles massacres dans la région du Pool, a été alimenté en sous-main par de grandes compagnies pétrolières, rivales, françaises et états-uniennes. Côté français, il s'agissait d'Elf Congo, qui finança la milice de Sassou Nguesso. En dehors de l'intermède de 5 années qui avait suivi la défaite de Sassou Nguesso en 92, ce président est donc au pouvoir depuis 1979. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing était président de la République en France. Depuis, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et enfin Emmanuel Macron se sont succédés à l'Élysée. Quand Sassou Nguesso s'est emparé du pouvoir, ce dernier président, Emmanuel Macron, était âgé de 14 mois seulement. Tout dans l'histoire du Congo-Brazzaville post-indépendance semble être un condensé de toutes les dérives que le continent africain a connues depuis la décennie des indépendances. Durant les 61 dernières années, le peuple congolais aura tout vécu. Une vie politique chaotique, des révolutions de palais à répétition, une expérience marxiste désastreuse, une corruption généralisée, une guerre civile meurtrière, la répression contre l'opposition, un pouvoir autocratique qui s'éternise à coups d'élections truquées et de modifications constitutionnelles, sans oublier le scandale dit des biens mal acquis, alors que le pays fait face à une dette colossale. Tous ces maux ont une cause unique, les richesses pétrolières et les convoitises, tant internes qu'externes, qu'elles ont suscitées, ainsi que la dépendance excessive de l'économie envers ces richesses, au détriment de l'agriculture et d'une industrie agroalimentaire. Grâce au pétrole, les Congolais auraient pu sortir de la misère et atteindre un niveau de développement enviable. Malheureusement, il n'en a rien été. Rappelons peut-être ce qu'est la République du Congo. Il s'agit d'un pays d'Afrique centrale, situé de part et d'autre de l'équateur. Ses voisins sont le Gabon à l'ouest, le Cameroun au nord-nord-ouest, la République centrafricaine au nord-nord-est, la République démocratique du Congo au nord-est, au sud-est et au sud, et enfin l'enclave de Cabinda, qui fait partie de l'Angola, au sud-ouest. Ce pays s'étend sur 1500 km du nord au sud et sur 425 km d'est en ouest. Ce Congo, dont la superficie n'est que de 342 000 km², est souvent appelé Congo-Brazzaville, pour le différencier de son grand voisin, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, de l'autre côté du grand fleuve. Les deux pays tirent leur nom du fleuve Congo, le deuxième fleuve d'Afrique, qui forme leur frontière commune. La plus grande partie de cette frontière se confond avec le cours du fleuve Congo et celui de ses affluents, de son affluent principal, l'Ubangi. Sa portion fluviale représente probablement la plus longue frontière fluviale au monde. Avec 2410 km, il s'agit également de la 15e frontière terrestre internationale par la longueur et la deuxième sur le continent africain, après celle séparant l'Angola de la République démocratique du Congo. Cette frontière entre les deux Congos date de la Convention du 5 février 1885 entre la France et le roi des Belges, Léopold II, qui possédait alors à titre personnel l'immense territoire de ce qui n'était pas encore devenu le Congo belge, mais qui était connu sous le nom d'État indépendant du Congo. Ce n'est qu'en 1908 que le Parlement de Belgique vota l'annexion de l'État indépendant du Congo et que la Belgique prit en charge son administration. En 1960, le Congo belge obtint son indépendance, un mois et demi avant le Congo français, qui faisait partie jusque-là de l'Afrique équatoriale française, l'AEF. Les deux villes, Brazzaville et Kinshasa, sont sans doute, certainement d'ailleurs, les capitales les plus proches du monde.
Seul le fleuve Congo les sépare. Et si je n'ai jamais mis les pieds au Congo-Brazzaville, je me souviens avoir aperçu les immeubles de Brazzaville depuis les rives du grand fleuve, côté Kinshasa. Cette capitale, Brazzaville, tire son nom de celui du célèbre officier de marine français d'origine italienne, Pierre Savorgnan de Brazza, qui explora la région à la fin des années 1870 et durant la décennie suivante. C'est en 1880 qu'il fonda la ville, qui ne prit son nom qu'en 1911, 6 années après le décès à Dakar du célèbre explorateur. Signalons que durant sa seconde mission dans la région du fleuve Congo, atteint en 1880, Savorgnan de Brazza était accompagné par Jean-Noël Savelli, officier dont la famille est originaire de Balagne, en Corse. Une rue à Île-Rousse porte d'ailleurs son nom. La forêt tropicale humide s'étend sur près des 2/3 du territoire de la République du Congo, ce qui en fait le 15e pays au monde par la proportion de couverts forestiers. Le pays possède une façade maritime sur l'océan Atlantique longue de 220 km. C'est sur ce littoral que se trouve la seconde ville du pays et capitale économique, Pointe-Noire, là où sont concentrées les activités liées à l'exploitation pétrolière effectuée à partir de plateformes situées en mer. Avec à peine plus de 5 millions d'habitants, le Congo-Brazzaville est un pays sous-peuplé, avec une densité moyenne de 13 habitants au kilomètre carré. 62,2% de la population est concentrée dans les deux agglomérations de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui ont vu leur nombre d'habitants considérablement augmenter durant les dernières décennies. Toutes deux dépassent aujourd'hui le million d'habitants. 90% des Congolais appartiennent à 4 grands groupes ethniques d'origine bantoue. Le groupe Congo, avec un K, qui constitue 40,5% de la population au sud et au centre du pays, et que l'on retrouve également au Gabon, en RD Congo et en Angola. Le groupe Téké, qui constitue 16,9% de la population, et qui s'étend en grande partie au nord et au sud du pays, depuis Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire sur la côte atlantique. Le groupe Mboshi, qui constitue 13,1% de la population et que l'on retrouve surtout dans le nord du pays ainsi qu'en RDC. Le 4e groupe ethnique est celui des Sanga, qui ne représente que 5,6% de la population. Parmi les groupes très minoritaires, on retrouve bien sûr les Pygmées, véritables autochtones de ce pays, et habitant traditionnellement la grande forêt. Ils ne représentent que 1,6% de la population. C'est cette faible population de la République du Congo qui rend sa grande pauvreté encore plus scandaleuse. Malgré une croissance économique enviable de 5,4% par an, 70% de la population survit avec moins de 1 euro par jour, et ce, malgré les ressources portuaires, minières et pétrolières qui furent en constante augmentation ces dernières années. Selon une étude de l'UNICEF réalisée en 2015, entre 63 et 75% des enfants de moins de 5 ans n'avaient pas accès aux services de santé, de protection et de développement. En dépit de la propagande officielle, le Congo recule en termes d'indice de développement humain. Malgré ses richesses pétrolières, le Congo est en effet classé 142e pour son indice de développement humain. L'appauvrissement des populations, débuté à la fin des années 80, continue de s'accentuer. Dans le même temps, une petite catégorie de gens, principalement les membres de l'élite au pouvoir, s'enrichit ostensiblement. La corruption de la fonction publique s'aggrave, profitant notamment aux agents des douanes et des autres régies financières, ainsi qu'aux agents de la police, qui en viennent à arrêter des véhicules sans motif valable uniquement pour demander de l'argent. L'économie congolaise repose principalement sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte atlantique. Cette activité représente environ 90% des exportations du pays et 90% des recettes de l'État.
La production est de l'ordre de 240 000 barils par jour, dont la plus grande partie est assurée par les sociétés Total, Eni et Morel & Prom, en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo. Le bois représente aussi une part importante des exportations du Congo, dont la surface est couverte de forêts sur près de 60%. La plus grande partie de la production agricole, manioc, fruits et légumes, est destinée au marché intérieur. Au scandale de la pauvreté d'une grande partie de la population s'ajoute celui de la dette. L'enlisement dans la mauvaise gouvernance et le manque de stratégie pour le développement économique et social ont fait inscrire le Congo, malgré la richesse et la diversité de ses ressources, à l'initiative de pays pauvres très endettés, PPTE. En 2010, le Club de Paris, qui regroupe les créanciers publics, et le FMI ont annulé une partie de la dette d'un Congo au bord de la faillite, ce qui lui a permis de revenir à un endettement équivalent à 20% du produit intérieur brut. Mais cette annulation de dette n'a malheureusement pas mis fin aux mauvaises habitudes. À la fin de l'année 2017, la République du Congo était pour la seconde fois en 7 ans au bord de la faillite. Les autorités ont tenté de cacher une grande partie de l'écrasante dette congolaise. Cette dette s'élevait en 2019 à 120% du PIB, contre les 77% annoncés officiellement. Les causes de cette quasi-faillite sont bien sûr l'effondrement des cours pétroliers, mais aussi et peut-être surtout les détournements de fonds massifs opérés par les cercles du pouvoir. L'allègement de la dette par le FMI est soumis à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la renonciation au préfinancement pétrolier. Cette mauvaise pratique consiste à emprunter de l'argent contre la promesse d'un remboursement à moyen ou à long terme grâce à la production d'hydrocarbures. Ils ne permettent pas de gérer sainement les comptes publics et servent souvent d'instrument au détournement d'une partie de ces revenus pétroliers. Les autorités ont donc été sommées d'engager des réformes de gouvernance audacieuses et immédiates, réformes qui se font toujours attendre. Autre scandale congolais, celui des biens mal acquis, qui touche également les dirigeants du Gabon et de la Guinée équatoriale. Le 18 juin 2007, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo et de leurs entourages respectifs, accusés par 3 associations françaises de recel, de détournement de fonds publics. Le chef de l'État congolais et sa famille posséderaient en effet, en région parisienne, de nombreux biens mal acquis, plus de 18 appartements et hôtels particuliers, selon un rapport d'enquête de la police révélé en janvier 2008 par le journal Le Monde. Enfin, je pourrais également citer le scandale d'Elf-Aquitaine, cette affaire qui a défrayé la chronique dans les années 90 et qui a touché, qui a compromis un certain nombre d'hommes politiques et de dirigeants économiques français, mais qui a touché également, bien sûr, les chefs d'État de la région équatoriale, complices de ce détournement massif de fonds, qui serait le plus important détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc cet homme de 77 ans, Denis Sassou Nguesso, qui vient d'être triomphalement réélu à la tête d'un pays qui, s'il avait été mieux géré par celui qui l'a dirigé d'une main de fer pendant 36 ans, pourrait être une nation prospère, à l'instar des Émirats du Golfe Persique. Comme les cheikhs arabes, le président et sa famille sont riches, très riches, immensément riches. Malheureusement, la majorité du peuple congolais n'a pas profité de cette richesse. Les jeunes diplômés sont, comme le reste de la population, durement touchés par le chômage de masse, et ils sont réduits pour survivre à se contenter de petits boulots quand ils ont la chance d'en trouver un. Le régime de Denis Sassou Nguesso est l'une des grandes hontes de l'Afrique francophone. Une honte qui n'a que trop duré
Très bientôt aura lieu une autre élection présidentielle. Elle se déroulera au Tchad, un pays dont le régime constitue lui aussi une honte pour l'Afrique. Un pays qui, comme le Congo-Brazzaville, conserve des liens très étroits, trop étroits, avec la France. Pendant ce temps, en Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, une femme est arrivée au pouvoir, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, à la suite du décès du président John Magufuli, intervenu le 17 mars dernier. Contrairement au pays que je viens d'évoquer, la Tanzanie fait honneur au continent africain. Son président, John Magufuli, élu en 2015, est devenu très populaire, bien au-delà des frontières de son pays. Il a en effet fait sa priorité de la lutte contre le gaspillage de l'argent public et la corruption. Il a réduit le train de vie de l'État, allant jusqu'à réduire son propre salaire et à limiter les déplacements officiels à l'étranger. Malheureusement, il a fait preuve d'un grand aveuglement au sujet de la pandémie du Covid-19, persuadé qu'il était que les prières étaient plus importantes que des mesures effectives pour limiter la contagion. Même si officiellement il est mort des suites de problèmes cardiaques, il semblerait bien qu'il ait en fait été victime de ce Covid-19 qu'il voulait ignorer. Sa vice-présidente, Madame Samia Suluhu, a aussitôt prêté serment en tant que nouvelle présidente de la République unie de Tanzanie, et c'est elle qui achèvera donc le second mandat de John Magufuli. En Tanzanie, contrairement au Congo-Brazzaville et au Tchad, les présidents élus pour 5 années ne peuvent pas faire plus de 2 mandats, et ils n'ont jamais cherché à recourir à des modifications constitutionnelles pour se maintenir indûment au pouvoir. Voilà, chers amis, ce petit résumé de l'actualité africaine de ces derniers jours. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Panorama Info.